Dans l'épisode de cette semaine, on va regarder les fameux BCAA. Tout le monde a déjà pris ça au moins une fois dans sa vie. Tu rentres dans un shop santé ou dans un Popeye, il y en a partout. Toutes les compagnies de suppléments ont des BCAA, donc ça doit bien être populaire et c'est populaire. Donc aujourd'hui, on va voir est-ce que ça fait vraiment une différence de prendre des BCAA sur la prise de masse musculaire. Premier podcast de 2024, là, tu vas te dire « Ouais, non, il y en a un qui est sorti la semaine passée. » Vrai, mais je l'ai filmé au mois de décembre. Donc, c'est mon premier podcast que je fais en 2024. On est le 4 janvier aujourd'hui, fait que je suis très excité de revenir de vacances ressourcé. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Vous avez profité, pas de sentir guilty d'avoir trop mangé, etc. Donc, j'espère que vous êtes en forme pour la nouvelle année. Donc, aujourd'hui, on va parler de BCAA. Si vous êtes allé dans des shops santé récemment, si vous êtes allé sur des sites de suppléments récemment, comme il y en a partout des BCAA, toutes les compagnies de suppléments font des BCAA. Okay? Peu importe, j'en connais pas une qui n'a pas de BCAA. Donc, à quelque part, il doit y avoir une demande. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tu ne fais pas un supplément s'il n'y a pas personne qui en achète. Okay? Donc, je pense que la demande est assez élevée en BCAA. Je pense que tout le monde a déjà pris ça au moins une fois dans sa vie, moi inclus, et c'est très populaire. Si tu vois ces sites même comme Shop Santé ou whatever, puis comme les Shop Santé, ils prennent mettons, la description du produit, c'est pas eux qui la font, c'est vraiment la compagnie de suppléments qui leur donne la description, fait que Shop Santé n'est pas nécessairement dans le tort, mais si on regarde les claims qu'ils font avec les BCAA, les compagnies de suppléments, c'est souvent hey, ça va t'aider à prendre la masse musculaire, ça va t'aider à gagner en force, etc. Il n'y a jamais de chiffre, first. C'est jamais genre, hey, tu vas gagner 3% de masse musculaire de plus. Comme, first, il n'y a pas de chiffre. Puis deux, il n'y a pas de source. Okay? Il n'y a pas de selon telle étude, selon telle méta-analyse. Fait que, comme, ça sort d'où ces claims-là réellement? Puis un podcast que je vais filmer la semaine prochaine, que je vais vous montrer à quel point des claims, des fois, c'est juste du marketing puis il n'y a aucune science. Mais c'est un peu, on va voir ça aujourd'hui, la même chose avec les BCAA. Puis ça, c'est un truc que je fais de plus en plus, puis que je vous invite à faire, vous aussi. Dès que vous entendez quelqu'un vous dire quelque chose, comme le réflexe tout de suite, là, ça devrait être est-ce que la science l'a démontré? Y a-t-il de quoi qui back ce qu'il vient de dire? Donc, exemple, vous êtes avec quelqu'un au gym, vous parlez à quelqu'un, ah, moi je prends des BCAA, c'est super bon pour ma prise de masse. Ce qu'il vient de dire là, il l'a pris où? Y a-t-il des sources? On ne le sait pas. J'étais au jour de l'an, le 31, j'avais un party, oui, moi aussi. Je suis un humain et j'ai des parties. Puis il y a un gars qui me disait, ah, il y a 56% moins de testostérone maintenant chez les hommes qu'en l'année 1970. Puis là, il y a un autre gars qui me disait, ah, c'est-tu vrai ce qu'il vient de dire? Puis j'étais comme, peut-être, peut-être pas, je sais pas, j'ai pas vu la source. Puis j'ai pas lu l'étude non plus, parce que c'est pas juste d'avoir la source, c'est de comprendre comment que l'étude a été faite. Puis il était comme, ah, ben je te l'enverrai si tu veux. Fait que j'étais comme, ouais, sure. Puis comme ça, je vais me faire une tête. Je vais pas juste prendre ce qu'il vient de me dire, puis je vais aller le répéter à tout le monde, parce que je sais pas si c'est vrai. Okay? Donc, comme un réflexe à avoir, tant ce que les gens vous disent, mais aussi ce que vous voyez sur Internet par écrit, sur des pots de suppléments, les claims, c'est-tu un fait ou c'est un claim parce qu'ils veulent que tu achètes? Okay? Donc, petit réflexe à avoir, vous allez voir, vous allez être assez surpris que beaucoup de gens et beaucoup de compagnies de suppléments disent des menteries. Et moi, ça me fascine. Puis, tu sais, je dis tout le temps, c'est quoi la mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client. Bien, moi, ça me répugne que des compagnies disent des claims qui sont zéro backés par la science. Donc, c'est de la crise de bullshit. Au final, moi, ça me rend fou. Okay? Donc, on va parler encore plus en détail de tout ça dans le prochain podcast, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les BCAA. Donc, les BCAA, c'est exactement ça que j'ai fait. Là. Tout le monde en parle, tout le monde, il y a ça sur les sites web, il y a ça dans toutes les compagnies de suppléments. Je suis allé voir qu'est-ce que la science nous disait par rapport à ça pour voir si c'est vrai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à transformer leur physique et devenir forts sur leur squat, bench et deadlift. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans sentir comme des numéros et sans se faire dire des
claim de marde. OK. Donc, comment j'ai séparé le volet un peu contenu d'aujourd'hui? Ça va être séparé en 6 volets. Le premier volet, ça va être la présentation de l'étude, et qui n'est pas juste une étude, là, c'est une étude de plein d'études. Ensuite, ça va être de vous montrer ça a été quoi leur méthode d'analyse, ça a été quoi les résultats qui en est ressortis, comment tu peux appliquer ça dans ta vie, les limitations de l'étude. Et pour terminer, on va voir, est-ce que c'est la même chose au niveau des EAA? Parce que ça, je sais que ça allait être une question si je n'allais pas en parler. Ouais, mais là, les EAA, c'est-tu la même chose? J'y réponds à la fin. Donc, l'étude qui a été, que je vais te parler aujourd'hui, c'est une revue narrative sur les BCAA. Qu'est-ce que ça mange en hiver des revues narratives? Une revue narrative, OK, c'est des auteurs qui ont pris des recherches, là, dans le cas de là, des recherches faites sur les BCAA. Ils ont analysé ça et ils donnent leurs conclusions. Ça, on appelle ça une revue narrative. Une méta-analyse, c'est, oui, ils prennent plein d'études, mais les études qu'ils prennent sont passées aussi dans des méthodes statistiques pour ressortir du data de ça. OK? Fait que, exemple, j'ai pris 4 études, puis si je passe ça en stats, la moyenne des 4 études, prise de masse musculaire pour les BCAA, 1,2 %. Ça serait plus une méta-analyse. Dans le cas d'une revue narrative, c'est vraiment, j'ai pris X nombre d'études, j'ai analysé ça, et là, les auteurs nous décrivent un peu sous forme d'article, c'est quoi les conclusions. Dans cette revue-là, il y a 2 auteurs qui sont très, très connus dans le milieu puis très respectés. Alan Aragon et Brad Schoenfeld, je ne sais pas si je le prononce comme du monde, mais ces 2-là sont très reconnus dans le milieu. Donc, déjà là, ça me donne une certaine confiance de plus sur leur avis par rapport aux études. Donc, c'était une revue narrative et ils ont review 7 études longitudinales. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Une étude longitudinale, ça veut dire qu'elle est assez longue pour voir des résultats qui sont plus réels. Parce qu'on s'entend, si je fais une étude de 7 jours pour les BCAA, pour la prise de masse, en 7 jours, je vais vraiment avoir des résultats. Donc, des études longitudinales, c'est des études plus long terme qui nous permettent de voir là, des vrais résultats. Donc, ils ont inclus 7 études. Les 7 études fait le total du nombre de participants, ça nous donne 341 participants, ce qui est excellent parce que souvent, juste une étude, il y a comme 25 participants et c'est pas beaucoup. Plus le nombre de participants aux études sont bas, plus les statistiques, les résultats sont fragiles. C'est pas que c'est pas vrai, c'est juste qu'ils sont un peu plus fragiles. Si tu fais une étude 25 personnes versus 2000, bien, à 2000, tes statistiques sont beaucoup plus solides. Donc là, en ayant 7 études, 341 participants, bien, les résultats sont beaucoup plus solides. Dans les 341, il y en avait 62 qui nous concernaient un peu plus nous autres. Nous autres, je parle de qui? Je parle de moi puis le monde qui écoute le podcast. Parce qu'il y avait 151 personnes dans ces 7 études-là que c'était des madames de 75 ans et plus. Et à ce que je sache, il n'y a pas personne de 75 ans et plus qui m'écoute en ce moment. Donc, on ne va pas vraiment parler d'eux autres. Et il y en avait d'autres aussi que c'était des gens qui ne s'entraînaient pas. Okay? Donc, encore là, c'est pas vous autres, ça, si vous m'écoutez, c'est pas vous entraîner. Il y a 62 participants qui faisaient du sens pour nous, qui étaient comme nous, donc des gens qui s'entraînaient entre 18 à 50 ans. La durée des études qui étaient là-dedans, c'était entre 8 à 12 semaines, donc 2 à 3 mois, ce qui est assez long pour voir des résultats de prise de masse musculaire. Le dosage des BCAA, qui était dans les études, en moyenne 10 grammes. Okay? Pour vous mettre en contexte, le BCAA de Believe, c'est 7 grammes. Donc, juste pour pas que quelqu'un sorte en disant « Ouais, mais c'est parce qu'il n'en prenait pas assez, le dosage était trop faible. » 7 grammes, puis la majorité des pots de BCAA, ça va être 7, 8, 9 grammes environ. Donc, la moyenne, si on regarde ces études-là, c'était 10 grammes. Donc, dosage largement suffisant. Workout des participants par semaine, on parle d'une moyenne de 3 fois semaine. Il y en avait à 3, il y en avait à 4, il y en avait à 2. Si on fait une moyenne de tout ça, on parle de 3 fois semaine. Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme instrument pour mesurer la prise de masse musculaire? Des DEXA-scans, des ultrasons ou des résonances magnétiques, qui est, surtout ultrasons, résonance magnétique, c'est les plus précis. Donc ça, c'est quand même très bon parce que
Il y a des études qui utilisent les pinces pour nous donner les résultats finaux. Fait que je prends les pinces avant, je prends les pinces après, voici ce qui s'est passé. Mais les pinces, on parle d'une marge d'erreur de 10 à 15 % par rapport à ce que c'est réellement. Fait qu'exemple, que tu es 20 % de body fat, tu es peut-être 35 sur un vrai, mettons un DEXA scan ou ultrason, etc. Fait qu'on s'entend qu'il y a une grosse marge d'erreur et de fois en fois, il pourrait avoir une marge d'erreur de 3 à 5 %. Okay? Fait que s'il y a des études qui utilisent les pinces, les résultats peuvent être encore là vraiment plus fragiles. Mais dans le cas des études qui étaient là, pas mal plus solides. Donc voilà pour les méthodes un peu, pas les méthodes d'analyse, mais un peu, je te fais un overview de les études qui ont été incluses là-dedans. Maintenant, ce qui t'intéresse, là, c'est les résultats. Bien, je vais te lire ce que les auteurs ont écrit suite à l'analyse de ces études-là. Dans l'ensemble, les preuves semblent claires. En présence d'un apport quotidien adéquat en protéines, il n'y a aucun bénéfice supplémentaire à la supplémentation en leucine ou en BCA sur les mesures d'hypertrophie musculaire. Donc, sur les 7 études qui ont regardé, il n'y en a aucune qui avait de bénéfices en prenant des BCA. Okay? Fait que il y avait un groupe qui ne prenait pas de BCA, un groupe qui prenait des BCA dans toutes les études, et dans les 7 études, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Okay? C'est ça le résultat. Donc, les BCAA, si ces gens-là avaient été des vrais gens dans le quotidien, là, ben, pendant 3 mois, ils ont payé des BCA pour fuck all. Pour rien. Rien. Ça coûte quoi? 40-50$ un pot de BCA fait x 3 mois. 150$ que tu as pris, tu as mis le feu dedans, tu l'as mis aux poubelles. C'est littéralement ça. Un des trucs qui ont vraiment mis l'accent dessus, c'est si tu manges assez de protéines, ça ne va rien changer. Puis la majorité, moi je mange assez de protéines, mes clients mangent assez de protéines, chez HL, les clients mangent assez de protéines. La majorité des gens mangent assez de protéines. On parle de 0,7 g à 1 g par litre de poids de corps. Si on fait un calcul, exemple que tu payes 150 livres, ben, si tu manges minimum 105 g de protéines, tu risques pas d'avoir besoin de BCA. Ça ne va rien changer. C'est pas beaucoup 105 g de protéines pour quelqu'un de 150 livres. Okay? Fait que si tu manges assez de protéines, ça ne va rien faire. Absolument rien faire pour ta prise de masse. Là-dedans, il y avait une étude de 2012 qui ont regardé 9 grammes de BCA et un groupe placebo. Et au niveau de la masse maigre, il n'y avait aucune différence. Et il y a 2 études, une de 2020 et une de 2017, qu'eux, ils ont décidé, parce que dans les BCA, il y a la leucine, et ça semblerait être, elle, des 3 acides aminés des BCA qui donnent le plus de résultats au niveau de la synthèse des protéines. Fait qu'il y a 2 études 2020-2017 qui ont dit hey, je vais booster cette concentration-là, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Et guess what, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Les participants mangeaient assez de protéines et il ne se passe rien. Okay? Donc, si on fait une conclusion de ça, là, les BCAA, ça n'a rien changé pour leur prise de masse. Je ne parlerai pas de force parce que je parle plus de prise de masse, mais la force, ça a été la même chose. Okay? Ça changeait sweet fuck all. Fait que bottom line, conclusion de cette revue narrative-là, prendre des BCAA, c'est littéralement, comme j'ai dit tantôt, tu prends ton cash, tu mets le feu dessus, puis tu le mets dans les poubelles. C'est ça, il n'y a aucun avantage. Puis ça, c'est pas moi qui vous dis ça, dans le sens pas, hey, comme allez pas dire à vos amis, ouais, Hugo, il a dit ça. J'ai pas dit ça. La science a dit ça et je vous le rapporte. C'est pas une question de HL pense ça, Hugo. C'est pas une opinion, c'est un fait. Fait on le voit là, si vous voulez sauver de l'argent, et parce que ça sert à rien que vous preniez des BCAA pour votre prise de masse ou votre prise de force. Donc, comment appliquer ça? Bien, très simple, achète-en pas et mange assez de protéines. Assez de protéines, je l'ai dit, c'est 0,7 g à 1 g par litre de poids de corps. Et ces chiffres-là que je viens de te dire, c'est basé sur la science. Je vais mettre encore là les études dans les commentaires. Ce n'est pas des claims par rapport comme ça. Donc, mange assez de protéines, achète pas de BCAA, sauve du cash, mets ça comme cash down pour qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie et le tour est joué. Limitation maintenant, parce que ça, chaque bonne étude va avoir une section limitation. Parce qu'il y a des limitations dans toutes les études. Si les auteurs qui ont fait l'étude et qui l'ont écrit n'ont pas de section de limitation, il y a un petit problème là. Donc, limitation pour cette étude-là, c'est que c'était une revue narrative. Je l'ai dit tantôt, j'ai pris les études, fait que les auteurs ont pris les études,
Ils ont analysé ça, eux. Ils ont regardé ça. Ils ont lu chaque étude. Et ils ont fait comme un article pour te dire c'est quoi qui s'est passé. Une méta-analyse aurait pris tous ces articles-là, passé ça dans des méthodes statistiques et on aurait eu des données tangibles vraiment sur ce qui s'est passé. Donc, premièrement, une méta-analyse, il y a plus de contrôle sur l'inclusion des recherches et il y a une méthode statistique qui va être mise avec ça. Donc, c'est un peu moins précis qu'une méta-analyse. Par contre, c'est beaucoup plus précis qu'une étude seulement. Fait qu'il y a cette limitation-là, que c'est une revue narrative. Par contre, je l'ai dit tantôt, il y a Brad Schoenfeld et Alan A. Aragon qui étaient parmi les auteurs et ces deux-là sont extrêmement reconnus dans le milieu. Puis, ils ont fait plein d'études excellentes qui est repris tant au niveau des protéines qu'au niveau des temps de repos. Fait qu'il y a un certain degré de confiance que moi j'ai, ça c'est opinion pour ma part, envers eux. Fait que la limitation est là pour vrai, c'est une revue narrative. Par contre, j'ai extrêmement confiance en ces deux gars-là parce qu'ils ont prouvé par le passé qu'ils sont super solides dans leurs études. Donc, maintenant, la question qui te brûle les lèvres, c'est, mais là, les EAA, tu sais, parce que là, les BCAA, c'est juste 3 acides aminés, mais là, il y en a 9. Est-ce que les EAA, c'est la même chose? Ben, je me suis posé la même question quand j'ai fini de lire ça. Fait que quand je me pose une question, je m'en vais sur PubMed ou Google Scholar et je m'en vais regarder c'est quoi les études qui ont été faites sur le sujet. Je te dirais qu'il n'y en a pas beaucoup d'études sur les suppléments de AAA et, mettons, un groupe placebo qui prend rien pour voir les résultats sur la prise de masse. Mais j'en ai trouvé une que je vais te partager à l'instant. Et il n'y a pas, juste avant que j'aille dedans, j'ai pas vu de méta-analyse ou de, mettons, revue narrative. Fait que, tu sais, vraiment, les auteurs ont pris plein d'études puis ils te sortent quelque chose avec ça. Il n'y a pas de ça sur les AA. Okay? Il y a juste des single studies, des études simples. Fait qu'encore là, c'est moins puissant, c'est moins solide que s'il y avait une revue narrative ou une méta-analyse encore plus. Donc, l'étude de 2010, c'est quand même un bout, 14 ans, goddamn. 14 ans, sacrément, j'avais 14 ans, ça me fascine. OK. Fait que l'étude de 2010, 29 participants qui ne s'entraînaient pas avant, donc ça, c'est une petite bémol. Et ils ont regardé pour la prise de masse pendant 12 semaines. Fait qu'il y avait un groupe qui prenait des AA, un groupe qui n'en prenait pas, 29, pendant 12 semaines, ils ont checké est-ce qu'il y a une différence entre les deux. Au niveau de la masse MEG, pris avec des pinces. Et là, vous me voyez venir, tantôt je l'ai dit, c'était plus ou moins précis. Eux, c'est ça qu'ils ont utilisé. Si on regarde masse MEG, le groupe avec les AA a pris 1,1 kg de masse musculaire et le placebo 0,8. Donc, cette différence-là entre les deux, c'est pas assez significatif pour dire « Ah oui, il y a une différence ». C'est ça, c'est pas mon interprétation, c'est les termes utilisés vraiment dans l'étude par les auteurs, les chercheurs. C'est pas assez, il n'y a pas une différence significative pour dire « Ah oui, comme clairement les AA ont fait quelque chose ». Et si on regarde masse MEG au niveau des pinces, mais il n'y avait pas grand-chose. Ensuite, ils ont évalué aussi, ils appellent ça « muscle thickness ». Et ça, ils l'ont analysé avec un DEXA-scan, donc vraiment plus précis. Et là, ils ont vu que le groupe de EAA avait augmenté de 3,8 en millimètres, leur muscle thickness, fait que l'épaisseur musculaire, versus 2 pour le groupe qui ne prenait pas des EAA. Ça, il semblait dire que oui, c'était quand même assez significatif. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier dans cette étude-là, c'est 29 gars, 29, c'est pas 1000. 29, les statistiques sont plus fragiles. Sont-ils fausses? Non, mais sont plus fragiles. 29 gars qui ne s'entraînaient pas. Moi et toi, on s'entraîne. Est-ce qu'on va avoir eu le même résultat? On ne le sait pas, parce qu'eux ne s'entraînaient pas. Fait que déjà là, est-ce qu'on peut relate? C'est peut-être. On aurait peut-être eu les mêmes résultats avec quelqu'un qui s'entraînait, mais on ne le sait pas. Encore là, ça rend notre conclusion un peu plus fragile. Le gros point, c'est que, first, ils ne contrôlaient pas leur nutrition. Fait que ça peut faire une crise de différence. Puis, ils ont juste regardé avant de commencer l'étude combien de protéines les gars ils mangeaient. Ils mangeaient 96 grammes de protéines par jour et ils pesaient 175. Donc, ça, c'est en dessous de mon 0,71 g. Donc, déjà là,
ça pourrait être une des raisons pourquoi les AA ont vu une différence au niveau de l'épaisseur musculaire, parce qu'ils mangeaient en dessous des protéines adéquates par jour. Fait que les AA auraient peut-être pu venir aider à ce niveau-là, versus l'autre groupe, ben lui, il n'avait pas ce petit helper-là. Possiblement. Je l'ai dit, haute limitation, la masse musculaire, pas l'épaisseur musculaire, mais vraiment la masse musculaire, masse maigre, a été évaluée avec les pinces. Il y a 10 à 15 de marge d'erreur, les pinces, et 3 à 5 de fois en fois. Fait que si tu es 10 puis la fois d'après, tu es 12 ben tu es peut-être 3 à 5 plus, 3 à 5 moins. C'est beaucoup comme marge d'erreur pour se dire « Ah oui, c'est véridique comme chiffre ». Pas de contrôle sur la nutrition et pas de contrôle sur leur sommeil. Donc, l'épaisseur musculaire, là, qui ont vu que c'était 3,8% versus 2%, fait qu'il y a 1,8% de plus. Est-ce que c'est à cause que, justement, ils étaient en dessous des protéines, ça se peut fort bien, ou ils n'ont pas de contrôle au niveau ils n'ont pas eu de contrôle au niveau de la nutrition? Est-ce que le monde qui prenait des AA, il mangeait plus de protéines finalement pendant l'étude? On ne le sait pas, il n'y avait pas de contrôle là-dessus. Est-ce qu'ils dormaient mieux, fait qu'il y avait plus de fibres musculaires d'activer dans leur workout, plus de fibres musculaires d'activer, plus d'hypertrophie? Fait qu'il manquait un peu de contrôle, mais malgré qu'il manquait beaucoup de contrôle, ils ont quand même eu des résultats très, très, très minimes. Et le point qui est flagrant, c'est qu'ils mangeaient en dessous des normes adéquates pour prendre la masse musculaire au niveau des protéines. Fait que, à la lumière de ça, là, quand j'ai analysé ça, moi, je te dirais que les EAA, c'est le même principe. Et ça, c'est mon analyse de cette étude-là selon mes connaissances par rapport aux études. J'ai pas trouvé d'autres études vraiment j'aurais pu comparer en ce sens. Si vous en avez, je suis très intéressé. Fait envoyez-moi-les. Mais à la lumière de si je regarde ça, ma conclusion, c'est vraiment que ça serait la même chose que les BCAA. Si tu manges assez de protéines, tu es correct. Tu n'as pas besoin de t'acheter un pot d'EAA. Puis tu vas sauver encore là 40-50$. Donc voilà pour le podcast de cette semaine, 1er 2024. J'espère que vous sortez de là. First, on a appris que les BCAA, ben là, tu peux arrêter d'en acheter et sauver 50$ par mois. C'est 600$ par année, ça? Oui. Fait que 600$ par année de plus pour toi avec cet épisode-là. Et les AAA, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. La plus comme elle que j'ai ressortie là, à la lumière de mon analyse, ça serait pas nécessairement meilleur si tu manges assez de protéines. Donc, même principe pour les AA, je te conseillerais de ne pas en acheter si tu manges assez de protéines. Assez de protéines, c'est, je le rappelle, 0,7 g à 1 g par livre de poids de corps. Ces chiffres-là, c'est basé sur des méta-analyses, donc très, très solides. Je vais mettre encore là les liens de tout ce que j'ai dit là dans les commentaires du podcast. Et comme à l'habitude, si tu as appris quelque chose, si tu as apprécié, tout ce que je te demande, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles. Balado, seule manière de faire connaître le podcast, faire grossir le podcast pour tous ceux et celles qui ont déjà fait. Je vous remercie grandement. Et on se revoit la semaine prochaine pour un épisode encore là sur les suppléments. Et là, on va parler de créatine. À ce qui paraît, il y a une créatine qui va te donner 28% de force de plus que la créatine monohydrate. Manque pas ça la semaine prochaine, mercredi 5h. Bye!